Transitions urbaines avec Alexandre Herveau. Salut Alexandre. Bonjour Thomas. Tout va bien? Très bien. Responsable éditorial de Sans Transition. Alors un format inhabituel aujourd'hui pour Transitions urbaines. Pas de focus sur une métropole française en particulier et une entreprise emblématique de la ville. On va parler d'un média qui est basé entre Paris et Bordeaux qui, je cite, démonte les récits déprimants et imagine des futurs plus désirables. Ça c'est génial. On a envie de vous rencontrer. Dan Gezelhardt, bienvenue. Vous êtes Bonjour. Le cofondateur avec Lorraine Boudard de cette revue qui s'appelle Climax. Vous l'avez fondée il y a 5 ans. Ouais, Alexandre. C'est ça, Climax né en 2021. Donc d'abord comme newsletter avant de devenir un fanzine papier. Alors pour ceux et celles qui nous découvrent, qui vous découvrent aujourd'hui, c'est quoi Climax exactement et c'est quoi qui vous distingue un peu des autres médias, on va dire écolos? Alors, quand on a lancé Climax, donc avec Lorraine Boudard et aussi Milly Servan, qui est notre rédactrice en chef, qui nous a rejoint très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que la plupart des médias parlaient d'écologie de façon déprimante, souvent. En fait, quand on les lisait, moi, je me rappelle à l'époque, quand je lisais des médias, mais que ce soit des médias spécialisés ou généralistes, j'étais déprimé, ça me rendait anxieux. Et donc, on s'est dit, avec Lorraine et Milly, on s'est dit, il faut pourtant, parce que c'est un sujet essentiel, il faut qu'on puisse prendre en main ce sujet, il faut qu'on puisse le raconter, il faut que les jeunes, notamment, mais aussi les plus vieux, s'y intéressent. Et donc, il faut qu'on le raconte différemment. Et c'est de là qu'est né Climax, donc d'abord une newsletter, puis un magazine, parce qu'on s'est dit qu'on avait envie justement de s'exprimer sur un format plus libre. Qu'est-ce qui vous distingue? Si je prends la une, déjà, moi, ce qui me frappe, c'est il y a de la couleur, c'est Pepsi, etc. Exactement. Qu'est-ce qui vous distingue? Je pense qu'on a tendance à penser que l'écologie, c'est la contrainte, parce que c'est la façon dont on en parle souvent, parce que c'est vrai en plus. Voilà, il y a l'effet scientifique, les limites planétaires, le fait qu'on doit vivre dans un monde qui est matériellement fini, et donc on ne peut pas aller vers une croissance infinie, ça c'est sûr. Mais nous, on se dit, il faut qu'on raconte ça, plutôt que de dire aux gens, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, qu'on leur fasse des propositions, qu'on leur dise en fait le monde qu'on peut imaginer ensemble, il peut être incroyable, il peut être fantastique, et essayons de l'imaginer. Ouais. Et pour ça, on fait appel à la culture, on fait appel à l'art, donc on interviewe des artistes, des créateurs, on raconte des histoires aussi. Ça passe beaucoup par le récit et par des histoires passionnantes. Et alors, c'est du papier. Et c'est bon du papier, c'est pas exactement. C'est pas un journal 100% numérique. Donc oui, il y a un petit côté effectivement fanzine, do it yourself dans vos c'est idées, vrai quoi. qu'on existe évidemment en ligne, on fait des vidéos, on fait des contenus en ligne, on fait une newsletter comme tu disais Alexandre, mais on s'est rendu compte que le format papier en fait c'était un format justement qui permettait aussi de s'affranchir de ces bulles d'information, aussi du doom scrolling que vous connaissez, le fait qu'on soit accro au feed et aux vidéos en continu qui sont déprimantes. Et donc, on s'est dit, on va s'exprimer parce que ça permet de s'inscrire dans un autre temps, dans le temps long. Et en plus, il y a cette culture du fanzine. Vous l'avez dit, Thomas, le fanzine, ce sont les magazines qui sont faits par des fans. Et ça aussi, c'est la contre-culture. En bricolant. C'est la contre-culture, c'est le punk, c'est les années 70, c'est aussi les débuts du hip-hop. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui nous ont inspirés pour créer ce magazine. Et donc, on s'est dit, on veut garder cet esprit un peu alternatif, un peu punk, justement pour embarquer le plus de monde possible. Alors, quelques chiffres clés. On l'a dit, création 2021. Vous aviez reçu le prix du meilleur média émergent au festival Média en scène, assez rapidement. Le dernier numéro qui vient de sortir, le numéro 11, c'est 135 pages, 17,50 € en kiosque ou en librairie. Vous tirez à 10 000 exemplaires, qui sont quasi tous vendus, sauf erreur. Exactement. Vous avez 40 000 abonnés à la newsletter et 122 000 sur Instagram. Si on parle un petit peu du contexte en général, on parle du lectorat, on dit que 7 jeunes sur 10 sont anxieux face au climat, un Français sur 2 touché par la fatigue informationnelle. Finalement, traiter de l'écologie avec humour, c'est aussi un peu une réponse à ça, à ce contexte-là. Exactement. Tu l'as dit, un Français sur 2 est touché par la fatigue informationnelle. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ont de moins en moins confiance dans les médias. Les gens pensent que les médias sont trop agressifs, trop polarisés. Et les informations qu'ils lisent ont des vraies conséquences sur leur morale, sur leur humeur. Et par rapport à ça, nous, on se dit que l'humour, alors évidemment, les récits, comme je le disais, les récits passionnants, mais aussi l'humour, et ça, c'est pas que moi qui le dis, il y a aussi Valérie Masson-Delmotte, donc la coprésidente du GIEC, qui a dit que l'humour était l'un des leviers les plus puissants pour faire bouger les gens et pour leur donner envie de s'y intéresser. Moi, souvent, je préfère citer une phrase de Gérard Jugnot que j'adore, qui dit « Le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. » J'adore, je connaissais pas cette citation. Le rire, c'est comme les essuie-glaces, ça arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. J'adore. Exactement. J'essaye de la mémoriser tout de suite. Alors, vous menez en parallèle une activité de création de contenu comme un studio ou une agence pour des marques, pour des institutions. Quel type de contenu
contenu, et puis avec toujours, quand on est journaliste, la question de l'indépendance, comment vous faites coïncider ou cohabiter les deux? Alors nous, on a un modèle où plus de la moitié du CA provient de la vente de magazines. Donc, comme tu le disais, le magazine est vendu assez cher, 17,50 €, mais il n'y a pas de pub. Donc en fait, justement, c'est aussi notre promesse au lecteur, c'est de dire, voilà, vous achetez un magazine, mais c'est un peu comme quand vous achetez un livre, parce qu'il n'y a pas de publicité dedans, on ne prend pas votre temps de cerveau pour vous vendre autre chose. Et donc ça, c'est plus de la moitié de notre CA, et le reste, c'est de l'activité de studio. Et donc là, on va travailler avec des entreprises, donc on sélectionne, évidemment, qu'on essaye, enfin, des entreprises qui sont vertueuses, qui respectent nos valeurs, mais aussi des ONG, des assos, et on fait tout type de contenu. On a par exemple fait un contenu avec Action contre la faim. On a fait une sorte de mini-magazine, un mini-climax, qui est donc qui reprend un peu les rubriques de Climax et qui... je vais faire regarder, je vais le montrer, ouais. Et donc qui est par contre fait sur mesure pour Action contre la faim, et qui a été distribué dans leur réseau à leur communauté. Le mini-mag qui renverse la table. D'ailleurs, je rajoute une petite question là-dessus sur les entreprises qui hésitent à communiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous le voyez vraiment, ça? C'est des entreprises qui disent « Ah, on est sur le chemin, on fait des choses bien, mais pas suffisamment, donc on ne va pas en parler ». Est-ce que ça existe encore? Oui. Alors, je crois que c'est un phénomène qu'on appelle le greenwashing. C'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on a tellement été taxé de greenwashing, et parce que beaucoup d'entreprises en ont fait, à un moment, les entreprises se disent « Bon, on arrête de parler de ce qu'on fait, parce que souvent, c'est des petits pas qu'on fait, et puis on va nous reprocher de ne pas faire plus ». Et ce qui est vrai. Nous, en fait, on est un peu moins concernés par ça, parce qu'on n'a pas de pub chez nous. Donc, on fait des produits, éditoriaux avec eux et qu'on conseille, qu'on accompagne. Alors, en effet, il y a des entreprises qui nous disent qu'elles ont du mal à communiquer, mais c'est vrai que nous, quand on fait leur contenu, c'est plus pour de l'interne, généralement. D'accord. Donc, c'est pas forcément des campagnes de pub sur lesquelles on travaille. Ouais. Okay. Alors, on a dit tout à l'heure, le numéro 11 vient de sortir. Il est consacré majoritairement au solarpunk. Alors, c'est quoi le solarpunk? Pourquoi en parler maintenant? Moi, j'adore. Mon rôle, c'est de montrer les contenus aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors, le solarpunk, c'est un courant artistique littéraire qui est né en réaction au cyberpunk. Le cyberpunk, en fait, c'est le courant de science-fiction qui a trusté les années 80, 90, qu'on a tous vu dans notre enfance. Mais c'est en fait ce futur donc, dans lequel on se projette, qui est très noir, où il pleut tout le temps, où il y a des robots partout, il y a une technologie qui est ubiquitaire, et en fait où finalement les gens sont pas très heureux. Il y a des humains qui sont augmentés, mais on voit qu'il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de problèmes. Et en fait, c'est vraiment très noir, très sombre. Et donc c'est tous ces films qu'on adore, mais Blade Runner, 1984, enfin des œuvres aussi, des romans, Minority Report, iRobot. Et en fait, dans les années 2000, il y a des auteurs de SF, notamment en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, qui se sont dit, en fait, alors ça, c'est très bien le cyberpunk, mais en fait, pourquoi on n'imaginerait pas autre chose, et on n'imaginerait pas un récit qui est positif et qui nous projette dans un futur qui donne envie, parce qu'en fait, il y a quand même cette problématique, c'est que si on imagine que des futurs dystopiques, est-ce qu'on ne va pas justement, de facto, aller vers des futurs dystopiques parce qu'on n'a pas imaginé autre chose? C'était déjà le cas, je crois, de votre tout premier numéro, c'était Apocalypse Panao, c'était ça Exactement. Le numéro, c'est un peu notre ADN. C'est vrai que nous, on a cette formule que j'aime bien, c'est on décrète la fin de la fin du monde. Il faut arrêter de dire que ça va être la fin du monde, et c'est ce qu'on a fait sur le premier numéro. Justement, on a repris le soleil de Apocalypse Now, et on s'est dit en fait non, Apocalypse Panao, arrêtons avec les discours catastrophistes, parce qu'il y a aussi un truc, et ça j'aime le rappeler, c'est que les grands patrons de la tech qui, en fait, qui contrôlent un peu nos vies, alors je le dis rapidement, mais en tout cas qui ont une vraie incidence sur nos vies, et les patrons de l'IA, en fait, eux, ils sont nourris de cyberpunk. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup de références cyberpunk dans les entreprises. Il y a notamment Meta, donc l'entreprise de Mark Zuckerberg, dont le nom vient d'un roman de cyberpunk qui s'appelle Snow Crash, qui a inspiré le film Ready Player One de Spielberg. Il y a le robot Optimus de Elon Musk, que vous connaissez peut-être, qui est le robot qu'il veut lancer avec Tesla, qui va être le robot à tout faire, le robot homme de main. En fait, ce robot s'appelle Optimus comme dans les Transformers, donc pareil, c'est de la dystopie avec des robots partout. Et il y a évidemment Palantir qui est donc le Seigneur des Anneaux, voilà, qui est l'entreprise qui fait de l'analyse de big data, et donc qui est utilisée pour la police, pour la DGSE en France. Et donc là, c'est le Seigneur des Anneaux. Donc pareil, tout ça, c'est des visions du futur très très dystopiques. Et j'ai même pas envie de dire du futur, c'est des visions du présent. Et c'est pour ça que nous, on se dit, en fait, il faut amener autre chose, il faut amener un autre récit. Et ce récit, ça peut être, alors c'est pas que le solarpunk, mais l'une des propositions, celle que nous on aime bien en ce moment, c'est le solarpunk. On l'a dit tout à l'heure, il y a une large partie de l'équipe qui
qui est basé à Paris, mais aussi votre rédactrice en chef qui est à Bordeaux. Bordeaux, vous organisez régulièrement des événements, je crois, notamment dans un kiosque à journaux qui est reconverti en lieu de fête. Est-ce que Climax revendique un peu une forme de décentralisation? Vous étiez à Marseille il n'y a pas très longtemps. Complètement. On a un correspondant à Marseille, Bruno, que j'embrasse. On a notre rédac chef qui est à Bordeaux, et Bordeaux notamment, donc il y a des copains qui tiennent un kiosque, qui ont repris un vieux kiosque. Et en fait, les kiosques, c'est vrai que c'est des lieux de vie, c'est des lieux de passage. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on organise des événements dans ce kiosque. Et donc, alors, dans un kiosque, c'est compliqué, mais généralement, c'est devant le kiosque. Et donc, on a organisé une fête, une vraie fête. On a mis un DJ booth dans le kiosque. On a fait danser les gens, on a mis des grosses enceintes. Et ça, je précise que c'était avant que Bob Sinclair le fasse dans une boulangerie. Donc, peut-être que Bob s'est inspiré de nous, je sais pas. En tout cas, voilà. Et on a aussi fait une projection de film dans un kiosque. Donc voilà, à chaque fois, on se dit que les événements, c'est de l'éditorial. Donc il faut arriver avec une proposition originale, surprendre les gens, emmener les gens, les embarquer. Ouais. Un dernier événement dont on peut parler, le 20 juin à la Gaîté Lyrique, une table ronde sur la biodiversité. C'est le festival Anticipation. Vous participez aussi. Oui. C'est justement cet ADN dont vous nous parlez. Vous voulez le transmettre dans des débats, dans des. Bien sûr, c'est vraiment le but de Climax, c'est de maintenant, voilà, on a notre ADN, on a notre philosophie, et maintenant on essaie de la partager. Et donc là, il y a cet événement à la Gaîté Lyrique qu'on n'organise pas. Hein. C'est un festival, mais qui est un peu sur les mêmes thématiques que nous, qui essaye d'imaginer des nouveaux futurs qui sont possibles. Et donc, il y a l'une de nos journalistes, Sixtine Guélec, qui sera pour animer une table ronde. Ok, très bien. On peut peut-être un dernier mot dire qu'avant Climax, il y avait une autre aventure qui continue toujours, qui s'appelle Tech Trash. Tech Trash en 2 secondes parce que c'est bientôt fini. Tech Trash, c'est la newsletter Tech bête et méchante. Charlie Hebdo de la tech. Voilà, donc c'est une newsletter sur la tech qui analyse la tech, mais avec beaucoup de cynisme, avec un regard très critique, parce que moi je dis toujours, enfin, voilà, c'est la maxime du Figaro. Hein, voilà, en fait, c'est. Je me presse de rire, de peur de devoir en pleurer, non, c'est pas ça. C'est alors je l'ai plus en tête, mais c'est un autre beau marché. Pardon, c'est je suis désolé, c'est quoi déjà la maxime du. Alors moi je vais pas voir de Beaumarchais. La liberté de blâmer n'est point éloge flatteur. Exactement, voilà. C'est. Bravo. Tu veux que je la refasse? Non, c'est bon, tout va bien. Bon ben voilà, on l'a dit. Merci beaucoup et on termine là-dessus. Merci Dan Geiselhardt et bon vent à Climax. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec la directrice RSE et communication de Malakoff Humanis.